Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire les décryptages d'actualité du jour. iWeb. Bonjour chers auditeurs et internautes de iWeb, bienvenue à votre émission Profondeur, qualification de la République démocratique du Congo, CAN, Coupe d'Afrique des Nations, en quart de finale bien sûr. L'arrestation de pasteur Pierre Casse, interpellé pour notamment viol sur mineurs, la création du PCR, Pacte pour un Congo retrouvé, de notamment Moïse Katumbi, la réhabilitation de 3 gouverneurs par les VPM de l'intérieur. Nous allons aussi parler au cours de cette émission de l'ouverture de la session parlementaire aujourd'hui et lundi avec Monsieur John Mukongo, notre invité de ce jour. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue. Je vous en prie. Voilà. Alors comme annoncé, nous avons 3 sujets sur la table de réflexion. C'est avec vous que nous allons les développer. Nous commençons par la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la RDC sont qualifiés en quart de finale face à l'Égypte. Ils étaient battus, hein, les pharaons de l'Égypte au tir au but. Ça vous inspire quel commentaire? Oui, ben, allez, moi je ne suis pas trop fan du football. Déjà pour commencer. D'ailleurs, c'est ce matin que j'ai appris que... Ah bon, les Léopards pendant que nous, on a veillé, on n'a pas... Oui. Donc moi, je ne suis pas trop fan. Mais est-il que c'est le couleur national? Voilà. C'est une fierté pour nous d'être qualifiés à la quart de finale. Nous félicitons vivement les Léopards parce qu'après ça, c'est une prouesse qui date depuis 1974. Donc ça va faire maintenant 50 ans depuis que les Léopards n'ont jamais battu les pharaons d'Égypte. Et là, de quelques matchs que j'ai suivis, j'ai quand même remarqué que nous avons une équipe qui s'est construite. Et les joueurs construisent quand même un jeu. Et puis, voilà, déjà là, on a enregistré des prouesses. On a battu le Marocain. Et il faut considérer que les équipes maghrébiennes sont des équipes trop performantes. Le Maroc, si je ne m'abuse pas, était 2e à la Coupe du Monde. Je ne sais pas si j'ai dit n'importe quoi. Mais sinon, battre ces 2 équipes maghrébiennes, pour nous, c'est une prouesse qu'il faut vraiment mettre à l'actif du nouveau coach, Sébastien Desabre. Donc, toutes nos félicitations et nous espérons que ça ne sera pas de courte joie, comme on a toujours l'habitude. Voilà, grosse force aux Léopards de la République démocratique du Congo. On espère que ça ne sera pas une courte joie. La joie sera longue. Nous allons espérer, pourquoi pas, remporter la coupe. Voilà, alors, Pasteur Casse, ça fait parler de partout. Il est accusé notamment des viols sur mineurs. Alors, d'après la loi congolaise, il est interdit à un homme d'épouser une fille mineure. Et le mariage forcé est-il interdit par la loi congolaise? Mais aussi, les coutumes interdisent les mariages forcés et mariages sur mineurs. Oui, donc là, je suis déjà un peu très mal placé pour aborder cette question du fait que le pasteur Casse, peut-être vous ne le savez pas, c'est mon pasteur. Ah, c'est votre pasteur. Vous êtes de cette église-là. Je suis de l'église. Donc vous serez jugé parti. Je serai jugé parti, mais je vais quand même donner un point de vue pour éclairer la lanterne de certains. En fait, le problème de notre justice ou de nos lois, c'est qu'elle ne s'est pas inspirée de nos coutumes. C'est-à-dire, lorsqu'on élabore une loi, on tient compte de l'élément expérimental. L'élément expérimental rime avec les us et coutumes de notre pays. Sinon, le monde a évolué. On ne peut qu'épouser une fille mineure qui a 18 ans révolus. À l'âge 18 ans, c'est déjà majeur. 18 ans révolus. Donc, on peut dire 18 plus 1. Donc, ou 18 ans révolus.
Mais maintenant, le vrai problème, ce n'est pas peut-être dans le mariage, parce qu'après, c'est dans nos coutumes, c'est le père qui marie la fille. On a suivi notre frère qui a dit aussi en des termes clairs que c'est lui qui a donné sa fille en mariage. À quel moment, à partir de quel moment on peut dire que c'est un mariage forcé? Dès lors que la fille était là, contente, elle était là pour... Et même son père a témoigné que ce n'était pas un mariage forcé et que la fille n'était pas mineure, d'après les papas. Exactement. Son père a témoigné, sa mère, etc., toute la famille. Bon, après, là, vous arrêtez le mari et le père. Sur le plan sociologique ou sur le plan social, vous résolvez quel problème? Mais sur le plan de droit? Sur le plan de droit, il y a de quoi, il y a à boire et à manger. De toute façon, il faut d'abord définir l'âge exact de la fille. Si la sœur, moi je l'appelle sœur parce que c'est la sœur Meda. La sœur Meda. Si en l'envoyant comme ça, c'est une mineure, mais ses parents disent que c'est une majeure. Ça aussi, c'est un autre débat. Autant de contradictions, des sons de cloche. Ça aussi, c'est justement, ça appartiendra maintenant à la justice de définir exactement l'âge de la sœur. Bon, prenons même l'hypothèse que la sœur serait mineure. Bon, prenons une folle hypothèse. Vous condamnez le père, vous condamnez le mari. Et la sœur devient quoi après? Voilà pourquoi lorsque nous copions, lorsqu'on copie, on copie toujours mal. Et la sœur ne peut pas être condamnée? Non, la sœur s'il s'avère qu'elle est vraiment mineure? Non, si elle est mineure, d'ailleurs, elle est exemptée de toute condamnation. Ah oui, oui. Elle ne peut pas être condamnée. Mais moi, là n'est même pas le vrai problème. Vous condamnez le père à 15 ans, vous condamnez le mari à 10 ans. Et la fille devient quoi aux yeux de la société? Sous d'autres cieux, on crée des mécanismes de protection. Après la condamnation, on attribue l'enfant à une famille d'accueil pour son encadrement ou à un organisme psychologique pour tout ça. Mais chez nous, on fait un peu de choses pour déranger la moralité publique et aussi pour des fois déranger les familles. Parce qu'imagine que si le père est condamné et la famille va se débrouiller comment? C'est l'État congolais va prendre en charge cette famille. Il faut aussi signaler que le pasteur cassa beaucoup de femmes, hein, une dizaine. Là n'est même pas le problème parce que depuis que le pasteur épouse ces femmes, aucune d'entre elles est passée à la télévision pour dire que je suis malmené ou je suis maltraité. Et la plupart de ces femmes sont mineures, seraient mineures pour ne pas confirmer. Non, c'est en le voyant comme ça, je suis vu une fois sur les réseaux sociaux, elles sont toutes timides, un peu mineures. En regardant. Non, ce n'est pas que le pasteur épouse des femmes mineures, non. Il épouse des femmes qui ont atteint l'âge nubile. C'est-à-dire l'âge où, pas forcément 18 ans, l'âge où la femme a la possibilité de procréer. Voilà pourquoi je vous avais dit, je serais un peu très mal à l'aise. Vous avez du mal à tirer sur le pasteur. Non, ce n'est pas tirer sur le pasteur parce que je ne vois aucune faute. Je ne vois aucune faute pour un homme qui accepte d'épouser publiquement sa femme. La minorité d'âge, le problème d'âge est discutable. Parce qu'en ce moment, c'est le parent qui donne naissance à son enfant qui dit ma fille a 18 ans, vous dites qu'elle a 15 ans. C'est comme on dit. Mais que les parents nous montrent les certificats de naissance. Justement, mais justement, ça appartiendra maintenant au ministère public qui doit en principe statuer à charge et à décharge pour nous prouver actori incubit probatio. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Vous dites que ma fille n'est pas majeure. Prouve-moi qu'elle est bel et bien mineure. Alors, donc, sur le plan de droit, c'est discutable. Mais moi, je suis beaucoup plus sur le plan sociologique. Sur le plan sociologique, je trouve qu'on va mettre la sœur en difficulté et aux yeux de sa famille et pour elle-même. Parce qu'après, qu'est-ce qu'elle devient? Après, qu'est-ce qu'elle devient? Vous condamnez tout le monde, comme je venais de le dire. Après. Alors, une question de curiosité. Vous êtes de l'église de Pasteur Casse, église primitive, je crois. Oui. Vous aussi, vous pouvez avoir autant de femmes? C'est pas une obligation. C'est ce que beaucoup de gens confondent de fois. C'est pas une obligation, c'est une croyance. Tu crois qu'un homme peut avoir plus d'une femme. Ce n'est pas un péché. Non, vous pouvez en avoir autant. Ben, je ne sais pas, je ne veux pas étaler mes ambitions ici. Sinon, non, mais c'est pas un secret. Pasteur Casse a beaucoup de femmes, tout le monde le sait. Si les besoins se présentent, je peux en avoir 2 ou 3. Si les besoins se présentent. Pour l'instant, vous avez une seule femme. Pour l'instant, je suis... je suis... ben voilà, donc...
Pour l'instant, j'ai une seule femme. Mais demain, après-demain, vous pouvez en avoir autant. Si le besoin se présente. Ok, si le besoin se présente. Parce que c'est autorisé dans votre église. Non, c'est autorisé dans la Bible. Ce n'est pas dans notre église. Ah, c'est autorisé dans la Bible. Exactement. Prouve-nous. Oui, mais ça sera peut-être un non, autre débat. En peu de mots, vite fait. En peu de mots, Dieu n'a jamais condamné les polygames. Il dit pour David que David s'est comporté de façon droite à mes yeux. Il ne s'est détourné d'aucun de mes commandements, excepté la fois où il a pris la femme de quelqu'un d'autre. La femme de Urias les Hittites. Voilà. Donc la difficulté ou le problème, le péché, c'est de prendre la femme de quelqu'un d'autre et non d'épouser ses propres femmes. Parce que David en avait plusieurs et le Seigneur ne lui avait jamais condamné pour cela. Beaucoup disent que là c'était à l'Ancien Testament. Au Nouveau Testament, Jésus est venu avec la nouvelle loi. Mais lui-même, Jésus, tout de suite, il a dit qu'il ne croyait pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Il n'est pas venu pour ça, pour abolir la loi et les prophètes, plutôt pour l'accomplir. D'ailleurs, lui-même, pour ne pas scandaliser certains, c'est lui, Jésus, qui est le plus grand polygame. Comment? Parce que vous êtes chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Voilà, on dit que vous êtes fiancé à Jésus, c'est que Paul l'a dit. Il dit que je vous ai tous fiancés à un seul époux. Là, c'est un langage imagé, ça n'a rien à voir avec les fiancés proprement dit. Hein. Les fiançailles proprement dites. Non, mais justement, on a pris l'image pour illustrer ce que sera le mariage que Jésus va contracter. Et là, ce n'est pas le mariage physique, mais spirituel. Justement, c'est les spirituels. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est les spirituels qui typifient les physiques. On ne peut pas avoir les physiques sans les spirituels. Même lorsqu'on parle dans Matthieu 24, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de leur époux. C'est ça la polygamie. On pouvait prendre un autre exemple. Pourquoi on a pris l'exemple sur la polygamie? Et quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Justement, c'est un adjectif possessif. C'est-à-dire ça doit être la femme que vous possédez, votre femme, pas la femme de quelqu'un d'autre. Voilà, même lorsque le prophète était venu voir le roi David pour lui dire, voilà, il y avait un homme qui était comme ça, comme ça, comme ça. Qui avait beaucoup de brebis. Voilà, mais il est venu déranger. Le Seigneur lui a dit, mais pourquoi tu as désobéi à mes paroles à moi? J'ai pris les femmes de Saül, j'ai mis beaucoup de femmes en ton sein. Pourquoi tu es allé prendre la femme de quelqu'un d'autre? C'est ça le problème, c'est ça la difficulté. Donc c'est prendre la femme de quelqu'un d'autre qui est un péché et non prendre ses propres femmes. Cet adjectif possessif n'exclut pas le fait d'avoir plus d'une femme. D'ailleurs, il y avait aussi Uri dans 1 Samuel qui avait 2 femmes. La Bible dit, en telle période, il alla vers sa femme Anne et puis il alla vers sa femme Pénina. Donc ce pronom possessif-là n'est pas vraiment exclusif pour dire que non, lorsqu'on parle de sa femme, il ne s'agit que d'une seule femme, non. Donc sur le plan de la Bible, le pasteur n'a aucune faute. Et déjà, je voudrais aussi, ça, si vous le permettez, vas-y. Parce que le pasteur Cass est un apôtre, il doit suivre le chemin de tous les apôtres. Les apôtres Paul étaient arrêtés, incarcérés. Et là, le pasteur Cass n'est pas arrêté parce qu'il a volé, non. Il est arrêté par les convictions de la Bible, à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est une prophétie qui s'accomplit de nos jours. Et on ne peut que dire gloire à Dieu que le pasteur Cass soit arrêté à cause de la parole et non à cause de la politique ou quelque chose d'autre. Donc, je l'encourage de là où il a tout notre soutien. Et le moment venu, le Seigneur interviendra. Le Seigneur interviendra, c'est le Seigneur qui est pour la polygamie. Exactement. Vous êtes aussi pour la polyandrie? Non, la polyandrie est un péché. Ok. La polyandrie, comment? Donc c'est la polygamie qui est autorisée, la polyandrie est interdite. Exactement. D'ailleurs, dans la Bible, on avait posé la question sur une femme qui avait épousé plusieurs maris dans la même famille. Et on pose la question à Jésus. Au royaume des cieux, au ciel, qui d'entre eux tous là sera son mari? Bon, comme le Seigneur était très sage, il dit d'ailleurs là-bas il n'y aura pas de mariage. Tout s'arrête ici. Voilà, merci beaucoup, chers auditeurs. Je pense que vous êtes édifiés par les explications de M. John Mukongo. Je rappelle qu'il est aussi spécialiste en intelligence émotionnelle. Nous allons prendre le 3e sujet. Il s'agit de la création de PCR, Pacte pour un Congo retrouvé, de Vital Kamere, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, Tony Kankou, qui
d'après certaines sources, font la rébellion au sein de l'Union sacrée de la nation. Une plateforme créée au sein d'une autre plateforme, Union sacrée de la nation. Ça vous inspire quel commentaire? Ben, bon, après, c'est que j'ai remarqué, voilà, avant, vous m'avez présenté comme spécialiste en intelligence émotionnelle. Notre communauté réagit beaucoup plus sous l'effet de l'émotion que de la raison. Parce que je ne comprends pas cet acharnement. J'ai vu sur les réseaux sociaux comment on tire sur Vital Kamerhe. Je ne sais pas parce qu'il a fait quoi. On parle d'une rébellion. Une rébellion par rapport à quoi? L'Union sacrée est une plateforme électorale composée de plusieurs partis. Or, d'après les objectifs d'un parti politique, selon la loi sur les partis politiques en RDC, les partis politiques ont pour finalité de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible. Si Vital Kamerhe estime que pour lui, il peut conquérir encore la primature, mais les ambitions sont légitimes, on ne peut pas les brimer pour ça. Donc c'est pour la primature et pourquoi pas les fauteuils présidentiels au niveau de l'Assemblée nationale qu'il a créé cette plateforme? Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que qui de l'UDPS, qui de AFDC, qui de je ne sais pas MLC, tout le monde veut prendre sa place. C'est ça la politique, c'est pour cela qu'ils la course au pouvoir. C'est la course au pouvoir. Mais pourquoi on peut en vouloir à Vital Kamerhe de créer une force qui, d'après les explications que j'ai reçues, ne va pas obstruire à l'Union sacrée ou à la démarche de qui que ce soit? Est-ce important de créer une plateforme dans une plateforme? Parce que l'Union sacrée a en elle seule près de 400 députés nationaux. C'est suffisant, c'est connu qu'ils ont la majorité. Donc le Premier ministre sera issu de cette majorité. Ils ont le contrôle du Parlement. L'Union sacrée a le contrôle de toutes les assemblées provinciales. Ici à Kinshasa, elle règne en maître parce qu'il n'y a aucun opposant au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pourquoi créer une autre plateforme au sein d'une autre plateforme? Est-ce que c'est important? C'est opportun aussi. Mais c'est ça justement la politique. Voilà pourquoi j'aime toujours dire que moi je ne suis pas politicien. Parce qu'en politique, c'est les rapports de force qui comptent. Ce n'est pas, on ne se donne pas de cadeaux en politique. Hein. C'est un challenge. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Maintenant, lorsque le président va confier une mission d'information à un monsieur qu'on appelle communément informateur, Vital Kamerhe pourra se prévaloir d'une assise considérable. Il faut signaler que PCR a 101 députés nationaux. Déjà pour commencer. Et près de 130 au niveau... sur l'ensemble du territoire national. Déjà pour commencer. Donc moi j'estime que c'est des bonnes guerres. Et Vital Kamerhe, c'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Donc il connaît la politique congolaise, il connaît comment ça fonctionne. Les faiseurs de roi. Il est bon, comme on aime bien le désigner, il est le faiseur de roi. Donc le fait pour lui de créer un regroupement, bon, même pas un regroupement, mais une plateforme, dans une plateforme, moi je trouve aucun inconvénient. De toutes les façons, le président de la République n'est même pas obligé de suivre les orientations qui viendront des regroupements ou des partis politiques. Rappelez-vous du temps des FCC. Combien de temps le gouvernement a pris pour que le président de la République nomme, comment s'appelle, le Premier ministre? Parce qu'il a un pouvoir discrétionnaire. On peut faire tout, on peut chanter le cantique, on peut vociférer ici, faire de la surenchère, mais au bout de compte, c'est le président de la République qui désigne. Sama Lukonde était désigné, il avait quelle force sur le plan politique? Il n'était même pas connu. Hein? Il n'était même pas connu. Donc on s'agite pour rien. On s'agite vrai. Et puis je ne vois pas Vital Kamerhe nommé Premier ministre. Ça, je ne rêve pas. D'aucuns pensent que Kamerhe serait frustré pour la simple raison que l'accord de Nairobi, qui faisait de lui président de la République en 2023, a été reconsidéré. Et alors maintenant, il veut rendre de compte à l'UDPS et à Tshisekedi en créant cette plateforme pour qu'en 2027, il quitte l'Union sacrée et devienne dans l'opposition. Pourquoi pas rafler, plutôt arriver à la magistrature suprême en 2028? Ça aussi, ça peut être une des raisons, parce que le président de la République est à son dernier mandat. Voilà. Et en 2028, la bataille sera ouverte. Déjà en 2027, ça va commencer. Ça va commencer. Donc, Vital Kamerhe peut peut-être penser qu'il va se mettre en ordre de bataille. Pourquoi pas un jour quitter Tshisekedi pour
débiter une petite opposition pour que demain qu'il ait de quoi tordre le cou à cela. Donc, en politique, tous ces scénarios sont possibles. Je ne vois pas pourquoi les gens tirent sur Kamere. Je vois sa nationalité burundaise refaire encore surface. Il devient burundais. Il devient burundais, et ainsi de suite. Donc, moi, je trouve que c'est des bonnes guerres. Parce que l'UDPS aussi voudra que le Premier ministre vienne, sorte de ses rangs. Surtout que l'UDPS a 69 députés nationaux. A 69 députés. Le MLC, etc., AFD, c'est tout ça. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. C'est ça la politique. La politique congolaise est ainsi faite. C'est les rapports de force sur terrain qui comptent. Et pour le reste, qu'on laisse Vital Kamerhe jouer à son jeu. Et d'ailleurs, hier, j'ai suivi M. Julien Paluku qui a dit que c'est un fait privé qui ne dérangerait pas l'Union sacrée. L'Union sacrée n'oblige personne aussi. Hein. Okay. Ah bien sûr, mais l'Union sacrée, c'est quoi l'Union sacrée? Et moi, j'estime que les objectifs pour lesquels l'Union sacrée a été créée sont déjà désuètes. Hein. C'était quoi les objectifs? Mais c'était défenestrer tout le monde, comment faire dissoudre le FCC et puis accorder un second mandat au chef de l'État. Je trouve qu'en ce moment, on peut reconsidérer les choses et aller dans d'autres plateformes. L'Union sacrée maintenant représente quoi? Qu'on laisse Vital Kamerhe faire ça. Il faut conserver le pouvoir, conserver les acquis. Conserver les acquis, mais on n'est pas obligé de conserver les acquis dans l'Union sacrée. On peut créer autre chose. Ok. On peut créer autre chose. De toutes les façons, c'est des partis politiques qui sont appelés à conserver les pouvoirs le plus longtemps possible. Les alliances en politique se font et se défont. Donc on ne peut pas en vouloir à Vital Kamerhe aujourd'hui de créer une plateforme dans une plateforme pour un seul objectif, c'est celui de soutenir le président de la République. Je ne vois pas pourquoi il s'entretue. Là, c'est l'objectif connu, mais après, il faut aller au-delà de ce qu'il a dit. Hein. En politique, c'est cela. Ceux qui en font la politique s'est fait la nuit. Hein. La politique s'est fait la nuit, comme la nuit aussi a été immolée la nuit. Donc, ceux qui en font le métier, ils vont chercher comment lui créer encore des pots de banane. Voilà, l'affaire 100 jours peut encore refaire surface. Je trouve qu'on a besoin plus de la paix que de tous ces guéguerres-là. Voilà, ça commence déjà. Voilà. Ça commence, donc ça sous-entend que ça sera vraiment chaud dans les jours qui viennent. Tout à fait. Et voilà, ce sont de bonnes guerres. Tous les coups sont permis en politique et même celui du bas de la ceinture pour ses intérêts. Alors, nous allons prendre l'autre sujet, les 4 hommes. Il s'agit de l'ouverture de la session extraordinaire, ce lundi en tout cas, au niveau de l'Assemblée nationale, pour notamment installer les bureaux d'âge. Alors, expliquez-nous comment ça se passera après l'installation du bureau d'âge, la suite de la procédure. Oui, la procédure est énumérée aux articles 114 de la Constitution, où la Constitution dispose, je vais lire pour... Sans problème, c'est pour édifier les auditeurs et internautes de iWeb. Oui. Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire les 15e jours suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de l'installation du bureau provisoire dirigé par les doyens d'âge assistés de le moins âgés. Okay. Voilà, donc je crois que c'est à cette tâche-là qu'ils vont s'atteler à ce jour pour... Je crains d'ailleurs que ça soit encore le vieux Joe Biden qu'on appelle comme Mbosso. Mbosso qui va encore revenir. Le plus âgé. Comme le plus âgé. Ça doit être lui, c'est d'ailleurs lui. Bon, après, ça va se confirmer. Donc, ça sera d'abord cela la première tâche. Et puis, la validation de pouvoir. Et c'est à cela maintenant qu'on va un peu voir comment les membres du gouvernement vont se comporter. Parce il faut signaler que 39 membres du gouvernement sont élus députés nationaux. 39. Tout à fait, mais maintenant ils doivent démissionner déjà. Moi je ne pense pas qu'ils doivent attendre 8 jours parce que à partir de ce moment, si un membre du gouvernement et son mandat est validé ou son pouvoir est validé, il tombe sous le coup de l'incompatibilité. Voilà. Il doit quitter le gouvernement pour l'Assemblée nationale. Bon, ça dépend du choix qu'il fera. Il n'y a pas un ordre de préséance qui est non. Un ordre, c'est-à-dire s'il est
son mandat est validé, directement il perd le poste. Ça doit être un acte délibéré. Mais sur le plan de la moralité, ils doivent le faire déjà avant. Soit ils attestent clairement que non, moi je ne veux pas à l'Assemblée nationale, ils restent au gouvernement. Ces cumuls de fonctions-là, légalement ils ont 8 jours pour se décider, mais moi j'estime que l'incompatibilité entre en action dès lors que le pouvoir est validé. Donc c'est ça la deuxième tâche, ça sera la validation des pouvoirs et l'élection et installation du bureau définitif. Okay. Donc ça sera un peu laborieux. De toutes les façons, nous en avons l'expérience. Ça prendra du temps. Bien sûr, nous en avons l'expérience après 4 cycles électoraux. Donc ça pourra aller même au-delà, ça pourra même empiéter sur la session ordinaire de mars. Et après, ça sera l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Donc c'est à cela que l'Assemblée nationale, ça s'appelle session inaugurale. Okay. Ça sera conduite, comme j'ai suivi aussi l'intervention de Madame Inagosi, ça sera conduit par le secrétaire. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Exactement. Le secrétaire. D'ailleurs, c'est l'alinéa qui suit. La séance d'ouverture est présidée par le secrétaire général de l'administration de chacune des chambres. Chacune des chambres. Donc, c'est à cela. Ceux qui sont au gouvernement sont appelés à faire un choix en ayant 8 jours. 8 jours. Et maintenant, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, il est élu député national. Au cas où il démissionnait du gouvernement, tout son gouvernement serait réputé démissionnaire également. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Logiquement aussi. Logiquement, dès lors qu'il y a une nouvelle législature, dans la mesure où le Premier ministre est issu de la majorité au Parlement, logiquement, le Premier ministre ou le gouvernement actuel est réputé démissionnaire. Parce qu'ils n'ont pas les quitus ou l'approbation du nouveau Parlement. Là, après la validation des mandats des députés. Mais bien sûr, dès lors qu'ils sont... Parce que c'est une fiction, hein. Le Parlement actuel ne reconnaît pas en réalité le Premier ministre Sama Lukonde parce qu'il n'est pas issu de ses rangs. Si on doit respecter la Constitution. Donc, c'est dans cette logique-là. C'est-à-dire que le Premier ministre est déjà réputé démissionnaire. Et son gouvernement. Alors, il y a des candidats qui ont introduit leur recours à la Cour constitutionnelle, qui attendent, en tout cas, la réponse favorable auprès d'elle. Maintenant, aujourd'hui, ça sera la validation de, je crois, l'installation du bureau d'âge, ça suivra validation des députés, des mandats des députés. Maintenant, si l'Assemblée nationale validait les mandats des députés et que la Cour constitutionnelle prenait une autre décision à l'encontre de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va se passer? Un député validé au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui est retiré à la Cour constitutionnelle. Exactement, c'est un scénario, d'ailleurs nous allons vivre ces scénarios-là. Même en 2018, on a vu des cas comme pour des Jean Goubal qui siégeaient déjà en tant que député national et après, avec cette histoire de fameuses erreurs matérielles, ils étaient tous débarqués. Le refrain que nous allons écouter. Le refrain que nous allons écouter. Donc, les résultats pour lesquels le Parlement valide les pouvoirs aujourd'hui est un résultat provisoire. Et on devra attendre jusqu'à ce que ces résultats-là soient consolidés par un arrêt de la Cour constitutionnelle et ça sera un résultat définitif. Donc, tous ceux qui sont élus maintenant ou pour lesquels les candidats, le mandat sont validés, les sont provisoirement. On peut vivre les surprises. Mais moi, je fais mon petit commentaire, je me dis, mais pourquoi on n'attendrait pas que la Cour donne son verdict? Voilà, c'est la question que je vais vous poser. Pour qu'on valide enfin les vrais élus. Pourquoi autant de précipitations? Pourquoi ne pas attendre? Les constituants l'ont voulu ainsi. Et c'est un petit, je dirais, un petit désordre qu'on peut corriger. Parce que, vraiment, figurez-vous, dès lors que les mandats sont, les pouvoirs sont validés, il est pris, les députés validés et pris en charge par les trésors. Voilà. Donc, il doit être payé, ainsi de suite. Mais si maintenant, ces députés-là
est invalidé ou débarqué par la Cour constitutionnelle. Il va retourner tout ce qu'il a bouffé comme argent, ou la personne qui devra prendre sa place devra récupérer ses arriérés. Donc, il est possible de bien faire les choses, ou j'ai même entendu qu'il y a des gens qui pensent qu'il peut y avoir révision de la Constitution. Moi, je trouve que c'est nécessaire, parce que la Constitution actuelle est issue de la belligérance. C'est-à-dire, on était dans une situation après les accords de Sun City, accords global et inclusif, nous étions en face d'une situation un peu particulière. Mais maintenant que la situation commence à s'apaiser, on doit revenir sur certaines choses. Parce qu'on ne peut pas donner cette possibilité-là. Vous êtes validé en tant que député et vous avez tous les privilèges, on vous appelle honorable au coin de la rue, etc. Et vous, 2 mois après, parce que ça prendra 2 mois après, vous êtes débarqué. Et dans l'entretemps, vous êtes pris en charge par les trésors. Donc on peut revoir les choses, certains articles, pour les adapter à notre paradigme. On ne peut pas seulement copier, parce que si vous lisez la Constitution française et la nôtre, d'ailleurs certains juristes disent que ce sont des constitutions sœurs. Identiques. Identiques, donc. Mais après, laquelle est antérieure à l'autre, on dira la Constitution française. Donc nous avions copié la Constitution française, qui n'a rien à voir avec nos réalités. Voilà. Donc l'élément expérimental n'a pas joué. Voilà pourquoi on a tant de problèmes pour même l'application de la Constitution, parce qu'elle ne reflète pas notre âme, elle ne reflète pas notre façon de voir les choses. Je vous donne un exemple, c'est que je décris toujours. Mais comment on peut dire qu'un président de la République, c'est lui qui est élu au suffrage universel direct, c'est lui qui est l'émanation de la population, c'est lui par lequel la population a donné mandat, soit irresponsable devant la représentation nationale. Et un premier ministre qui peut être un député ou quelqu'un d'autre, et qui est plus responsable que celui qui est allé solliciter les suffrages. Et au bout de compte, qu'est-ce qu'on dit? Non, le président est irresponsable. Non, on doit même cette histoire-là des primaties, on peut supprimer ça. Ça nous prend peut-être de l'argent pour rien. Le président, partout, lorsque ça ne marche pas, on parle de qui? Du président de la République. Du président de la République. Mais nous avons quels régimes alors? Il y a des régimes présidentiels, semi-présidentiels. Les régimes que nous avons, il est d'abord très flou, on ne sait pas, nous sommes dans quel régime? Nous sommes dans un régime qualifié de semi-présidentiel. Semi-présidentiel parce qu'il emprunte un seul élément du régime présidentiel, c'est l'élection du président de la République. Voilà, parce que après, nous avons aussi beaucoup d'éléments sur le régime parlementaire. Voilà pourquoi les premiers ministres... Il y a eu cette confusion-là, parce qu'on a tellement mélangé de choses. Et voilà pourquoi on doit refaire notre constitution qui va vraiment nous refléter. Ok. Parce que le premier ministre est responsable, parce que c'est lui qui conduit l'action gouvernementale. Or, dans les systèmes parlementaires, ils sont dans la plupart des cas dans les systèmes monarchiques. C'est-à-dire le roi ou la reine n'est pas élu. Donc elle est là, elle règne, mais elle ne gouverne pas. Okay. C'est le premier ministre qui gouverne. Voilà. Mais notre réalité, elle est toute différente. Chez nous, c'est le président de la République qui fait tout. Les tout-puissants. Les tout-puissants, c'est lui. D'ailleurs, un premier ministre n'est que... le reflet du président de la République. Il est le reflet du président de la République. Alors il en aura combien? Il a autant de conseillers, il a autant de ceci, autant de cela. Ajouter sur ça un premier ministre. Donc, on peut repenser notre système, on peut aller même dans le système présidentiel. On a comme c'est aux États-Unis, on a un président de la République. Après, c'est lui-même le chef du gouvernement. Voilà, chers auditeurs de iWeb, nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission Profondeur que je vous présente. Nous allons prendre le tout dernier sujet annoncé. C'est le dernier virage négocié. Il s'agit de la réhabilitation des 3 gouverneurs, notamment celui de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, par le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ces gouverneurs ont été suspendus à titre conservatoire car ils ont été cités dans les fraudes électorales lors du dernier scrutin organisé le 20 décembre 2023. Nous allons interroger la loi avec vous, monsieur John Mukongo. Légalement parlant, le VPM de l'Intérieur avait-il droit de suspendre ces 3 gouverneurs et avait aussi-il droit de les réhabiliter? Une très bonne question. Voilà, ça c'est vraiment une question qui défraie la chronique.
Moi, j'estime que... Je vais commencer d'abord par un commentaire. Parce que oui, sans problème. Je vais commencer par un commentaire. J'estime qu'on a mal entamé le deuxième mandat du chef de l'État. Ça, on peut déjà se le dire. Parce que lors de son discours d'investiture, le chef de l'État avait promis de corriger les erreurs du passé. Tout à fait. Et là, il a commencé avec les erreurs. Il a commencé vraiment avec les erreurs. Parce qu'on a vu une vidéo circuler sur la toile où M. Ngobila, le gouverneur déchu, défiait le ministre de l'Intérieur. Et il balance une vidéo où il dit Bobangate, Nassina Solina président, m'a ramené sur le gars bien. Et il y a eu quand même cette passe d'armes là entre les Gentini et Kazadi. Finalement, c'est Gentini qui l'emporte. Voilà. Donc là, en tout cas, j'attire l'attention de ceux qui conseillent le président de la République et ça commence mal. C'est un mauvais départ. Aux yeux de l'opinion, tant nationale qu'internationale, ça frise une complaisance, je ne sais pas, l'amateurisme, la théâtralisation. Sinon, il y a lieu de corriger. Mais voilà. Sur le plan de droit. Sur le plan de droit, même la suspension, bon, pour le cas de M. Ngobila, parce que son dossier était pris en charge déjà par l'Assemblée provinciale. Qui avait levé ses immunités. Et l'a mis à la disposition de la justice. Et l'article 215, je n'ai pas mon papier avec moi, l'article 215 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale stipule aussi clairement que dès lors que le membre de l'exécutif est mis à la disposition de la justice, il démissionne en délai 48 heures. Automatiquement. En délai 48 heures. J'ai d'ailleurs lu la correspondance que le président de l'Assemblée provinciale a adressée au ministre. C'est vraiment une leçon magistrale qu'il administre au ministre de l'Intérieur, qui est du reste juriste. Dès lors que sa démission coulait de façon, était de facto, il devait démissionner. Mais est-ce qu'il y avait encore nécessité de les suspendre? Bon, prenons quand même l'hypothèse, il a quand même suspendu parce qu'il y avait une sorte de cacophonie, il venait au bureau, il y avait un peu des altercations, etc. Il a quand même pris une décision pour calmer un peu les esprits. Mais finalement, il les réhabilite. Il réhabilite les gouverneurs. Quel est l'élément nouveau qui a milité pour cette réhabilitation? Il les a réhabilités au nom de la paix et de la cohésion nationale. Mais la paix était perturbée où? D'après lui, apparemment. Voilà. Donc, vous voyez, la paix... Donc, il y a impunité à cause de la paix. Vous voulez favoriser la paix et vous laissez les voleurs. C'est ça maintenant le problème. Parce qu'après, il y a une action judiciaire qui est déjà ouverte à l'encontre du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il est mis à ses immunités levées et mises à la disposition de la justice. Mais il peut être accueilli à tout moment. Il peut être arrêté comme tout le monde, comme vous et moi, parce qu'il n'a plus d'immunité. Mais en ce moment-là, vous qui les réhabilitez, vous les mettez dans quelle situation? Donc vous les créez un désordre pour rien. En réhabilitant Ngobila, il recouvre directement ses immunités levées par le bureau provincial de Kinshasa. Non, mais comment il va... Ou bien il faut encore une procédure? Non, mais comment... Il n'y a pas de procédure de recouvrement des immunités. Mais comment il va recouvrer ses immunités dès lors que ce pourquoi ses immunités étaient levées, l'affaire n'est pas encore traitée, n'est pas encore prise en charge par la justice? Tout totalement. Il n'y a aucun jugement. Bon, en les réhabilitant, il les fait sur base de quoi? Quel est l'élément nouveau qui a milité pour cette réhabilitation? Donc vous voyez que c'est vraiment un désordre inutilement. Et il y a même le procureur près la cassation a instruit la DGM pour que ces gens-là, tous ces gens-là ne quittent plus le territoire. Voilà. Mais vous les réhabilitez en tant que gouverneur. Bon, un gouverneur, si on l'appelait pour une conférence en Belgique, il passe par où? Il doit partir. Non, mais il ne doit pas partir, mais c'est vous, le ministre de l'Intérieur, qui gérez maintenant la DGM. Vous voyez comment on veut vraiment, dès l'entame du deuxième mandat du chef de l'État, créer un désordre pour rien. Le début caractérise la fin. En tout cas, il est encore grand temps pour mieux faire. On doit laisser les choses se passer un peu de façon civilisée. Nous avons des lois. La République, on n'est pas dans une République bananière. On doit, même, vous voyez, même l'opinion était contente d'entendre que Ngobila est débarqué. Voilà. Et tout de suite, je ne
je ne suis pas pour l'un ou contre l'autre. On voit quand même que le rond-point des Huileries commence quand même à revêtir de sa plus belle robe. L'avenue Ngouma est réhabilitée en peu de temps. Voilà. Et quelqu'un qui a cette volonté, que j'ai ri un peu, par moment je suis passé par là, j'ai vu le gouverneur sur place là en train de superviser les activités. Moi je dis, mais les jours où il va commencer à faire le métro, il va dormir là alors. S'il doit venir pour de simples pelouses comme ça, venir passer toute la journée, laissant le bureau, ah mais non. Monsieur le gouverneur Gekoko, vous n'êtes pas obligé. Mais ce n'est pas du populisme là. C'est un peu. Parce que ça c'est l'esprit. Il veut se faire remarquer, hein. Ça c'est l'esprit, mais lui il est déjà connu. Ça c'est l'esprit de nos vieux du quartier. Auprès des décideurs pour être reconduit ou nommé ministre, je ne sais pas. Non mais il n'est pas obligé de faire ça parce qu'on sait comment il a cette volonté là de bien faire. Là c'est l'esprit de nos vieux du quartier. Lorsqu'il construit quelque part, c'est lui-même qui est là pour acheter les sacs de ciment. Non, vous avez contracté. Ça, c'est la ville. Ce n'est pas votre histoire personnelle. Vous contractez avec une entreprise pour l'aménagement. Mais donnez-leur le deadline. Ils savent qu'on doit exécuter ça. Et si ils vont prendre 8 jours. Au 6e jour, vous venez pour inspecter. Et si pour le simple pelouse, vous restez là, et lorsqu'on va encore construire les routes, vous allez donc vous serez partout. J'aurais appris que ça coûtait beaucoup d'argent, hein, ces pelouses-là. Bon, l'histoire de coûter l'argent. Il y aurait même des détournements signalés. L'histoire de coûter l'argent au Congo, il faut vraiment, lorsque vous entendez ou vous voyez une activité se faire, dites-vous seulement, est-ce qu'il n'y a pas eu soupçon de détournement ici? Il faut déjà l'avoir en esprit. Nous devons nous habituer à ça. Après, voilà. Mais nous regardons plus la finalité. Ceux qui sont appelés pour le contrôle, ils peuvent le faire. Il y a IGF, il y a d'autres instances qui peuvent contrôler. Mais nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'un endroit qui était très sale, où il y avait des chèques partout, en train d'être réhabilité, là on salue, mais aussi on voudra que la procédure se fasse un peu en toute clarté pour qu'il n'y ait pas de détournement, parce qu'on n'a pas assez d'argent s'il faut le détourner à tout moment. Donc, pour revenir vraiment à ces sujets, Monsieur le Président, vous êtes la personne la mieux informée de la République. Il faut arrêter les ardeurs de certains. La réhabilitation de Monsieur Gentini Ngobila frise vraiment, comment on dit ça? C'est-à-dire le gangstérisme, quoi. Il a défié l'État. Il est déjà, ses immunités sont levées. Il y a une information judiciaire. Et voilà maintenant là où ça fait encore mal. Le VPM de l'Intérieur dit, vous devez observer une attitude de réserve en n'instruisant pas sur la procédure judiciaire en cours. Oh, regarde encore. Il veut une chose, son contraire. Et son contraire, exactement. Parce que lorsqu'on suspend quelqu'un pour une infraction ou pour une faute, l'objectif c'est quoi? C'est de l'empêcher d'obstruire sur la procédure en cours. Mais lorsque vous le réhabilitez, mais vous lui demandez de bonne foi, non monsieur, observez un comportement, ça c'est quand même... que non, monisiko, vous allez moins gentil. Et là maintenant, il y a encore un autre problème, un autre conflit qui naît maintenant. Parce que le gouverneur a double tutelle sur le plan de contrôle. Il y a l'Assemblée provinciale et il y a l'exécutif. Oui. Parce qu'il est en même temps l'autorité décentralisée et l'autorité déconcentrée. Maintenant, dans ces bras de fer-là qui est déjà engagé entre le VPM de l'Intérieur et l'Assemblée provinciale, laquelle des deux institutions prime sur l'autre? Voilà pourquoi la révisitation de notre constitution est une impérative. Tout à fait. On ne peut pas... Mais imagine maintenant, l'Assemblée provinciale par laquelle est issu le gouverneur les met place à la disposition de la justice. Et les VPM les rétablit. Les VPM les rétablit. Et finalement, c'est... Oui, il y a lieu de bien faire. Il y a lieu de bien faire. Voilà. Il faut corriger. Vite fait, puis... corriger, quoi. Voilà, apprenons aux erreurs du passé pour le second mandat. En tout cas, M. John Mukongo, cette émission touche à sa fin. Votre dernier mot pour clôturer? Le dernier mot, c'est que j'ai fait mes petites analyses en tant que citoyen du monde, mais je ne suis pas politicien. Ok. Je reste juriste et
spécialiste, ça c'est un domaine que j'adore, que j'affectionne, spécialiste en intelligence émotionnelle, je reste là. Je ne suis pas politicien, je fais mes petites analyses en tant que juriste et analysant la loi. Pour le reste, si ça va aider la République, tant mieux. Et nous sommes à la disposition. Au besoin, je peux toujours revenir à l'invitation de... Tout à fait, nos portes sont grandement ouvertes. Merci pour beaucoup. Ceux qui veulent participer à cette émission. Chers auditeurs et internautes de iWeb, comme je l'ai dit, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec la même dose de plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire le décryptage d'actualité du jour. iWeb.